Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre conversation aujourd'hui au sujet de la formation parrainée par l'employeur au Canada. Je m'appelle Elise Martkins et je suis la directrice des initiatives stratégiques au Centre des compétences futures et c'est un grand plaisir pour moi que d'être des vôtres aujourd'hui. En premier lieu, je vais vous présenter notre ordre du jour. Il s'agira d'un webinaire de 90 minutes. Nous allons commencer donc avec euh, quelques propos d'introduction. Ensuite, nous nous penchons sur les résultats de recherche et nous approfondirons les résultats de ces recherches. Ensuite, nous aurons une discussion sur le terrain qui s'attaquera aux barrières des employeurs et il y aura un dialogue avec des questions-réponses et ensuite nous terminerons avec des remarques de clôture. Maintenant, pour notre prochaine diapo, j'aimerais reconnaître que je me trouve actuellement sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Huron-Wendat, les Anishinaabe, les Haudenosaunee, les Mississauga de Nucrédet, et certains connaissent ces territoires comme étant Toronto. Ce sont des terres de euh, de nombreuses Premières Nations. Cela comprend également donc les peuples du bol à une seule cuillère et nous nous réunissons donc sur les terres de nombreuses nations autochtones qui sont ici depuis très longtemps. Nous sommes reconnaissants de pouvoir jouer sur ces terres et vivre et travailler sur ces terres et également de participer au cheminement de la réconciliation. Veuillez participer au clavardage si vous le souhaitez. Nous aimerions bien entendre vos propos. Maintenant, quelques petites annonces d'ordre logistique avant de commencer. Cette séance sera enregistrée et sera disponible à tous et à toutes. euh, et vous pourrez donc regardez cela à l'œil et nous aimerions également entendre ce que vous avez à dire. Utilisez le chat pour offrir vos commentaires, poser des questions. Vous verrez sur votre panel Zoom une barre d'outils qui vous donnera l'occasion d'interagir avec nous tout au long de la séance. Et comme je l'ai déjà dit, c'est un événement bilingue. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton interprétation, c'est le bouton avec le map monde et ça sera éteint, mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'activer et choisir l'anglais ou le français. Donc, sans plus tarder, je vais commencer maintenant. Donc, au Centre des compétences futures, nous savons que la formation continue pour tous n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Nous voyons que le Canada fait face à des pénuries de compétences dans de nombreux secteurs et géographies. Pour aborder cette problématique, il faut que les entreprises de toute taille se perçoivent comme étant des investisseurs dans le domaine des compétences. Et nous savons que c'est important, notamment pour les petites et moyennes entreprises ou les PME, puisque plus de 80% des Canadiens sont employés par ces PME. Et la formation parrainée par l'employeur est un domaine de croissance pour le Canada. C'est quelque chose que nous n'avons pas très bien fait du point de vue historique. Par exemple, les employeurs canadiens investissent moins dans la formation par employé que leurs homologues de l'OCDE. La discussion d'aujourd'hui donc porte sur ce que nous savons, la raison pour cela et comment nous pouvons mieux faire dans le cadre de la formation par année par l'employeur pour justement remédier à ces pénuries. Nous savons qu'au courant de la prochaine décennie, plus d'un quart, donc 25%, plus de 25% des emplois canadiens seront perturbés par l'automatisation. Et il faudra un nouveau ensemble de compétences, même si le poste reste inchangé. Et ça ne veut pas dire que l'emploi disparaîtra, c'est plutôt l'opposé. Comme on le voit dans les manchettes, le marché du travail au Canada continue à dépasser les attentes au niveau de la création d'emplois. Nous savons que dans l'économie numérique, nous aurons plus de 2 millions de travailleurs employés d'ici 2025. Et nous savons que bon nombre d'emplois demanderont une approche différente. L'économie aura besoin d'une main-d'œuvre mobile qui est en connaissance de cause dans le domaine numérique et qui peut s'adapter à ce monde changeant. Et nous savons que les PDG canadiens le savent.
Les PDG canadiens disent depuis très longtemps que la formation continue et le développement des compétences et des capacités est essentiel. Et justement, cette pénurie de main-d'œuvre est un des trois risques principaux quand on parle de stratégie d'entreprise. Malgré tout cela, il n'y a que 16% des PDG qui disent qu'ils investissent davantage dans le développement des compétences et des capacités de la main-d'œuvre. Alors, une main-d'œuvre confiante avec des compétences tout au long de la vie demande une vision plus globale de l'ensemble du cheminement. Et au Canada, on dépend beaucoup de notre système d'éducation, les services d'emploi public, et cela, jumelé au fait on ne voit pas assez d'investissement de la part de leurs employeurs, laisse une lacune. Donc, que pouvons-nous faire? Eh bien, c'est un moment où nous pouvons essayer de voir comment appuyer les Canadiens pour pouvoir justement renforcer leurs compétences. Et c'est cela l'objectif de cette conversation aujourd'hui. Donc, préparez-vous à nos deux présentations. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Alex Stevens et Andrew Parkin. Je vais partager quelque chose avec vous au sujet de Alex. Il est le directeur associé de la recherche et de l'évaluation au CCF. Il s'est spécialisé dans le domaine de l'éducation et de la formation et il a géré des initiatives de coopération internationale et est directeur de programmes de recherche et d'évaluation. Il était directeur du Conseil canadien de l'apprentissage et le Centre pour les compétences en milieu de travail. Il s'est joint au Collège et établissement canadien en 2014 où il était le responsable principal en Mozambique et il a contribué à de nombreux programmes internationaux. Il a habité en Bolivie. Il est revenu au Canada en 2022 et il s'est joint au Centre des compétences futures. C'est formidable qu'il soit des nôtres ici aujourd'hui. Alex, et ensuite, je vais partager la biographie d'Andrew. Il est le directeur général du Environics Institute. Sa carrière a été motivée par un engagement à rassembler des intérêts divers et à s'assurer qu'il y a des données probantes pour la prise de décision et à combler le fossé entre la politique et le dialogue. Auparavant, il a détenu des postes divers, directeur général du CMEC, le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada, directeur de la recherche et de l'élaboration de programmes à la fondation de la Bourse du millénaire. Il a également travaillé dans le cadre de la recherche et de l'innovation. Il est sociologue politique et il a terminé son diplôme postdoctoral de Dalhousie et d'autres diplômes. Il a reçu plusieurs honneurs académiques et a rédigé et co-rédigé de nombreuses publications sur la politique publique canadienne. Bienvenue à Andrew. Je vais maintenant donner la parole à Alex pour sa présentation. Good afternoon, Bon everybody. après-midi tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alex Stevens, je suis le directeur adjoint de recherche et évaluation ici au Centre des compétences futures et ça me fait plaisir de pouvoir vous adresser la parole cet après-midi. I will be doing my presentation in Je vais English. faire ma présentation en anglais, mais je peux aussi répondre à des questions en français s'il y a des collègues francophones ici. Donc, j'ai le plaisir de présenter de la recherche qui a été demandée par le Centre des compétences futures l'année passée au sujet donc de la formation au Canada. Je vais d'abord vous donner un survol de cette recherche. J'aimerais vous encourager à vous rendre sur notre site web pour voir l'ensemble de la recherche que nous avons publiée l'année passée. Il y a un site web qui figure au bas de cette page, de cette diapo, et vous voyez que les deux auteurs sont Daniel Munro et Greg Lamb. C'est eux qui ont rassemblé cette recherche pour nous. Il y a beaucoup d'informations et je vais couvrir une partie de cette information ici maintenant pendant les 10 prochaines minutes. Pourquoi est-ce que le CCF a demandé cette recherche? Eh bien, nous savons qu'il y a un sous-investissement de la part des employeurs dans le domaine du développement des compétences. Ça a été un défi et on ne sait pas toujours quelle est la raison pour cela. On s'est penché également sur la qualité de données en la matière. On voulait savoir, on sait que le taux d'investissement des employeurs dans la formation est en retard sur l'OCDE
Et on voulait voir s'il y avait une évolution à cet égard et s'il y avait des données disponibles à cet égard. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, vous savez que c'est un des facteurs qui risque de contribuer à la lente croissance de la productivité au Canada et qui ralentit donc le développement économique. Et il y a également des incidences au niveau de l'inclusion et de la diversité. Donc, je voulais mettre à jour le tableau global. Également, voir si cette question devient plus importante. Est-ce que cette question d'investissement dans l'information revêt davantage d'importance? Eh bien, il y a bien entendu plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Le taux croissant de changement technologique, mais il y a également l'intelligence artificielle, l'automatisation qui pousse les entreprises à se moderniser, adopter de nouvelles technologies plus rapidement et de renforcer les compétences, de procéder à une mise à niveau des compétences. Et cela plus rapide au fur et à mesure qu'on avance. Il y a également d'autres forces nationales et internationales. La transition à une nouvelle économie, le taux de changement va s'accroître et donc les compagnies doivent emboîter le pas. Je vais vous donner un petit survol des résultats. Il y a beaucoup plus de détails si vous le souhaitez. Alors, en ce qui concerne les informations sur lesquelles nous nous sommes penchés, le rapport tire des données de différentes sources. Donc, de divers sondages, d'études réalisées par Statistique Canada, d'autres par les conseils de secteur industriel, d'autres sont des organismes qui représentent les employeurs et différentes entreprises. Et il y a différentes questions qui sont posées à différents secteurs sur lesquels ils se penchent. Donc, il y a un peu de Il y a un peu de méli-mélo au niveau des données disponibles que nous avons à notre disposition, mais il y a quand même certaines choses qui en ressortent. Une des choses importantes, c'est que nous n'avons pas une idée très claire de l'investissement moyen des employeurs au Canada. Nous avons différentes sortes qui nous donnent donc une fourchette de valeur, mais on voit que c'est en deçà de ce qui est évident chez nos homologues de l'OCDE. Les données ne sont pas parfaites à cet égard. Ce sont des données plutôt récentes, des données qui sont fondées sur des tailles d'échantillons un peu plus petites. Mais ce qu'on voit, c'est que les dépenses des employeurs en matière de formation est à la baisse au cours des 2 dernières décennies. Et c'est un problème car il y a de plus en plus de pression sur les marchés du travail et il y a plus de pression d'avoir davantage de compétences et de les mettre à niveau plus rapidement. Nous savons que l'investissement dans la formation est concentré dans les grosses entreprises et dans certains secteurs et que certaines régions du pays et certaines provinces dépensent davantage par travailleur en matière de formation. Donc, il y a des divergences régionales importantes et on n'a pas d'explication complète à cet effet. Parfois, il y a des différences en matière de politique publique, comme au Québec, où il y a une approche fiscale plus structurée vis-à-vis de l'investissement des employeurs dans la formation, mais ça ne fait que ce n'est qu'un des aspects qui entre en ligne de compte. En ce qui concerne la formation, on se concentre sur les besoins immédiats, l'intégration des personnes au personnel, les lacunes en matière de compétences et il y a également cette question de conformité aux exigences réglementaires. Nous savons que les employeurs préfèrent des modes de prestation en milieu de travail, notamment pour les petites et moyennes entreprises où ils n'aiment pas envoyer leurs employés ailleurs pour subir une formation. Ils préfèrent le faire en milieu de travail puisqu'ils n'ont pas tellement d'employés. Et nous savons également que la formation fait l'objet d'une répartition inéquitable. Elle est dispensée aux personnes ayant suivi des études supérieures, occupant des fonctions axées sur la technologie, en âge de travailler, employés à plein temps et à durée indéterminée. Et on sait que cela affecte certains groupes sous-représentés de façon négative à cause d'inéquité d'accès et les résultats en matière de main-d'œuvre. Donc, c'est un enjeu
que le Centre des compétences futures aimerait suivre de près. Alors, je n'ai donné qu'une mise à jour très brève, un survol, si vous voulez, des résultats principaux de cette recherche. Mais une des choses qu'on voit vraiment grâce à ce travail, le travail de nos auteurs, c'est la qualité des données qui proviennent de ces études et du rapport qui a donné une image globale. Mais pour la plupart, les données que nous avons sont peut-être fiables, mais obsolètes. Il y a beaucoup d'études qui ont pris fin. Il y a eu des recherches ponctuelles. Il y en a qui se sont concentrées seulement sur certains secteurs. Nous avons vraiment un méli-mélo de différentes sources de données. On fait de notre mieux pour essayer de trianguler et pour essayer d'en tirer des conclusions. Mais les gros sondages que nous avons, les enquêtes qui nous donnent des informations sont obsolètes et se concentre sur un secteur en particulier. Et donc, c'est vraiment difficile d'en déduire ce qui se passe au Canada. Parfois, il y a également des échantillons très petits. Et certaines enquêtes ont de bonnes données, mais elles sont très peu nombreuses et privilégient les grandes entreprises. Ce sont là tant de gros défis auxquels nous sommes confrontés par rapport à la qualité des données que nous obtenons. Alors, quel en est le résultat? Eh bien, ça nous donne une image plutôt granuleuse. On peut essayer de voir à quoi ressemble la formation parrainée par l'employeur, mais l'image est granuleuse et s'accompagne de certaines mises en garde. Et sans une collecte de données continue et solide avec des questions cohérentes, nous ne serons pas en mesure d'évaluer si les interventions politiques ont un impact. Alors, pourquoi est-ce que cela revêt une importance particulière? Eh bien, comme je l'ai dit au départ, on a la cadence du changement technologique augmente et il y aura de plus en plus de pression de mettre à niveau les compétences pour faire des progrès dans le domaine de l'inclusion et de la diversité en matière de compétences. Il faut également voir comment nous finançons la formation continue et encourager les employeurs à investir davantage. Et du point de vue de la politique publique, il faudrait se demander s'il y a un rôle à jouer pour le secteur public. Est-ce qu'ils peuvent être un catalyste pour la formation? Et est-ce qu'il y a un besoin d'un investissement continu? Et le cas échéant, quels sont les leviers en matière de politique pour le faire? C'est difficile de répondre à ces questions si les données ne sont pas suffisantes, si les données ne sont pas à jour. Elles ne nous permettent pas d'approfondir, d'effectuer une ventilation en fonction de secteurs ou de différents groupes. Notre rôle, donc, au CCF, c'est de sensibiliser le public par rapport aux lacunes en matière de données, de prendre le pouls de la situation, de voir comment nous sommes limités par ce manque de données, de travailler de façon intersectorielle. Ce n'est pas que les gouvernements qui doivent être impliqués dans ces conversations, les employeurs doivent en faire partie également. L'écosystème des compétences, les syndicats, les établissements d'enseignement postsecondaire, ils doivent tous être impliqués. J'espère que je vous ai donné un bon survol de la recherche qui a été faite. Elle est disponible sur notre site web et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions par la suite. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Alex, de cet excellent survol de l'état de la formation parrainée par l'employeur. Et un petit rappel à tous ceux d'entre vous qui écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions dans les questions et réponses. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Andrew. Bonjour tout le monde. Hi everyone, bonjour tout le monde. Tout comme Alex, je vais faire ma présentation en anglais, mais je pourrais répondre ou poursuivre la discussion en Eh français. bien, je vais So I am going to just vous present montrer les some résultats of récents de the notre findings sondage sur from les our survey compétences et l'emploi. that Ça fait have maintenant been carried out plusieurs années now for qu'on réalise ces études several avec nos years partenaires au Centre with des compétences with futures et CSIR and l'Institut de with la diversité. J'aimerais les remercier de leur representatives appui et j'aimerais remercier le gouvernement du Canada qui contribue également du financement funding to à this ce projet. program.
Je ne vais pas trop parler de la façon dont nous avons réalisé le sondage, à moins que les gens veuillent en savoir plus long. C'est sur le site web. Mais ici, c'est vraiment un sondage de la population adulte canadienne, un échantillon représentatif. Et on a commencé cela au début de 2020. On s'est dit qu'on allait faire une étude de la façon dont les Canadiens perçoivent le changement technologique qui est en cours autour d'eux. Mais on était sur le terrain en mars 2020 et on s'est rendu compte que le premier sondage portait sur l'incidence de la COVID, en fait, sur le milieu du travail. Et étant donné ce à quoi cela aboutit, on s'est dit qu'on allait continuer avec le projet et nous avons maintenant réalisé 6 versions du sondage. Donc, le sondage se concentre sur plusieurs enjeux, mais un des domaines clés auquel sur lequel il se penche, c'est justement la formation professionnelle fournie par l'employeur. Et c'est de cela que je vais parler avec vous aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais parler de la proportion de travailleurs qui ont tendance à avoir accès à une formation pour améliorer leurs compétences. La façon dont on a posé cette question, on- euh, au niveau du temps, parce que pendant la pandémie, c'était une bonne idée de recueillir ces informations au niveau de l'expérience plus immédiate. On a commencé en 2021. Sur 2 travailleurs canadiens ont dit qu'ils avaient eu accès à une formation de compétences fournie par l'employeur au cours des 5 dernières années, 5 années précédentes. Mais une fois que qu'on était dans la pandémie, ça a baissé à 1 sur 3 dans la période plus récente. Mais comme vous pouvez le voir, en 2023, ça commence à augmenter à nouveau. Donc, on en est de nouveau à peu près un résultat de 1 sur 2 travailleurs canadiens qui ont reçu une formation récemment. On a posé une question sur différents types de formations. Vous voyez qu'il est plus probable que les gens obtiennent une formation si c'est l'employeur qui l'offre, mais les travailleurs euh, ont- font également des formations de par eux-mêmes, surtout s'ils n'ont pas de travail pour pouvoir revenir au travail ou retrouver un emploi. Ensuite, on a demandé quel type de travail les gens avaient entrepris quand on parle d'accès à la formation. Donc, de ceux qui ont dit qu'ils avaient eu une formation, vous voyez que le type de formation le plus courant a trait à la santé et sécurité au travail. Et cela est logique, car dans plusieurs emplois, les gens doivent comprendre certains protocoles en matière de santé et sécurité pour qu'ils puissent rester en bonne sécurité, en bonne santé. Mais il s'agit là, bien évidemment, d'une certaine façon d'envisager la formation et ce n'est pas toujours cela qui nous vient à l'esprit quand on parle de la mise à niveau de compétences ou de se préparer pour les changements technologiques. D'autres types de formations existent également, mais sont moins courants. Je ne vais pas les évoquer tous, mais vous pouvez voir que sous la rubrique santé et sécurité au travail, il y a l'apprentissage de l'informatique ou des logiciels. Ensuite, il y a la formation en matière de direction, de leadership, mettre à niveau ses compétences. Et quelque chose de beaucoup moins courant, par exemple, il y a un élément intéressant, s'adapter au travail à domicile. Ça, c'était important pendant la pandémie, mais n'a pas nécessairement pris le devant sur d'autres types de formations. On a également demandé comment les gens décriraient la formation qu'ils ont reçue et pourquoi ils ont suivi cette formation, quelle était leur motivation. Et là, vous pouvez voir qu'ils sont divisés de façon égale avec les 2 premières réponses. Alors, le désir de s'améliorer, d'avancer dans leur carrière et également parce que c'était obligatoire. La raison pourquoi ils ont suivi la formation, c'est parce que c'était obligatoire. Certaines personnes sont motivées par le désir d'avoir de nouvelles expériences, d'apprendre de nouvelles choses, de s'adapter à la technologie. Et encore une fois, ici, quand on en arrive à la question à la fin de 2023, la pandémie a perdu de son incidence, donc ce n'est pas vraiment un motivateur. Alors, on est divisé entre les personnes automotivées, les raisons, les motifs ou
qui encourage les gens à subir une formation pour eux-mêmes, pour avoir une meilleure situation, et la formation qui est obligatoire. Mais ici, c'est la vague la plus récente du sondage à la fin de 2023. On a ajouté une question. C'était pas quelle est la raison pourquoi vous avez subi une formation, mais qui a payé la formation professionnelle que vous avez reçue? Et ça inclut une réponse comme quoi les travailleurs n'avaient pas rien payé parce que quelqu'un d'autre avait payé. Et en général, c'est l'employeur. Alors, ce sont les mêmes données en deux diagrammes. À gauche, il y a un peu plus de détails, mais le diagramme à droite vous donne un meilleur survol. Donc, 2 sur 5 travailleurs au Canada qui entreprennent une formation professionnelle ne sont pas obligés d'en faire les frais. C'est l'employeur qui paye et un peu plus de la moitié paye un certain montant. Dans certains cas, on pourrait appeler cela un montant nominal, 100 dollars au moins. Mais en fait, ça peut se chiffrer à plusieurs milliers de dollars et- pour cette formation. Donc, la prépondérance de personnes qui subissent une formation au Canada ont défrayé les coûts eux-mêmes, soit avec un petit montant ou alors avec un investissement bien plus considérable. La probabilité ensuite que quelqu'un doit payer la formation eux-mêmes est à très haut type de formation. Je vais vous le montrer ici. La probabilité que votre employeur paye les frais de votre formation dépend du type de formation. Donc, une mise à niveau des compétences ou la formation en matière de santé et sécurité ou la formation ayant trait à la diversité et l'inclusion, ce sont là les formations qui ont le plus de probabilité d'être payées par l'employeur. Il y a d'autres types de formations qui, pour nous, sont importantes pour se mettre en place pour une transition, pour un poste de plus haut cadre où on a besoin de davantage de compétences. Par exemple, formation pour la direction ou en matière de communication, ces types de formations sont moins souvent payés par l'employeur. Donc, si un travailleur va avoir accès à ce type de formation professionnelle, ils devront plus probablement payer de leur poche. Une nouvelle question qu'on a ajoutée également dans la version la plus récente a trait aux résultats de la formation. Auparavant, on posait des questions d'ordre très général, s'ils ont trouvé la formation utile, et on a eu des réponses très positives. La plupart des travailleurs canadiens qui entreprennent une formation disent qu'ils ont apprécié la formation, qu'ils ont trouvé ça utile. Mais ici, c'était une question beaucoup plus directe, c'est-à-dire, est-ce que la formation que vous avez reçue a donné lieu à certains résultats, par exemple une augmentation du salaire, une promotion, l'occasion de changer à un meilleur poste, d'obtenir un titre de compétence, trouver un emploi après avoir été au chômage, et aussi un sens d'amélioration personnelle. Alors, vous voyez les résultats ici. 29% des Canadiens travailleurs qui ont entrepris une formation au cours des 12 derniers mois ont dit ils allaient pouvoir être mieux rémunérés. 21% ont dit qu'ils ont obtenu une promotion grâce à cela. Une proportion plus élevée estimait que cela leur a permis de s'améliorer, simplement. Et un nombre assez grand ont associé la formation avec un titre de compétence spécifique. On ne sait pas si c'est un microdiplôme ou une certification, homologation professionnelle, on ne sait pas exactement, mais un nombre quand même remarquable de personnes qui font état d'un titre de compétence spécifique. Il y a des qualifications ou des caveats, des mises en garde ici, et des ventilations supplémentaires par rapport à ces résultats en matière de formation. Premièrement, il y a des différences importantes entre divers types de travailleurs au niveau de la probabilité d'obtenir ces résultats. Ce que je vais vous montrer ici, c'est une différence au niveau des genres. Donc, les hommes qui entreprennent une formation ont plus de probabilité de dire qu'ils auront une augmentation de salaire ou une promotion que les femmes. Et il y a aussi des études, une recherche réalisée par un collègue pour le Centre des compétences futures, l'Institut de la diversité,
à relier cela à des femmes qui ont des enfants en bas âge. Donc, ça, c'est la préoccupation par rapport à non seulement l'accès équitable à la formation, mais au type de formation qui peut mener à ces résultats très positifs. Point final ici, c'est le lien entre ces résultats et qui paye pour la formation. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que si l'employé lui-même va payer pour la formation, il va davantage obtenir ses avantages concrets, à savoir des promotions, meilleurs emplois. C'est mieux donc si l'employé paye plus que l'employeur. Cela est aussi lié au type de formation. Plutôt, vous aviez dit que les employeurs vont davantage payer des formations sur la santé et la sécurité en milieu de travail. C'est très important, certes, mais peut-être moins pertinent à la transition pour d'autres emplois. Alors que lorsque l'employé paie pour sa formation, c'est différents types de formation. Il y a aussi cette dimension de l'équité. Nous avons vu, selon la recherche, que certains groupes sont davantage inclins à accéder à la recherche. Donc, en l'heure actuelle, les travailleurs racialisés vont davantage payer pour leur propre formation et non, ils ne sont pas plus enclins à suivre des formations non payées par l'employeur. Donc, il y a aussi des barrières liées à la discrimination au milieu de travail. Il faut se préparer à confronter ces obstacles, mais ils vont le faire de leur propre initiative. Vous pouvez voir ici que la différence entre les immigrants, les non-immigrants, les travailleurs autochtones et non autochtones, il y a une différence. Donc, une question se pose non seulement quant à la proportion de formation que les employeurs vont payer, mais aussi s'ils vont utiliser ces fonds de formation pour aborder les questions d'inéquité dans le milieu de travail ou si cette responsabilité retombe sur les épaules des individus eux-mêmes. Voici donc un aperçu des renseignements disponibles. Merci beaucoup, Andrew. Ce sont des connaissances qui sont très intéressantes. J'ai des questions dans la boîte de questions-réponses. Je remercie Alex et Andrew pour ces présentations qui sont excellentes. Beaucoup d'informations. Maintenant, je passe la conversation à Trisha Williams du Centre des compétences futures pour la partie du panel de notre conversation. Merci beaucoup, Ellie. C'est formidable d'être ici. Et je regarde les questions-réponses et j'adore voir toutes les réponses qui s'en viennent. C'est super d'avoir la participation des participants. Alors, il y a beaucoup d'intérêt sur la question et c'était très utile pour nous et aussi ce qu'on peut faire étant donné les pénuries d'informations. Et Andrew, c'était très utile ce dont vous avez discuté. Maintenant, nous allons parler du côté concret. Qu'est-ce que cela veut dire pour les milieux de travail, les universités, les établissements de formation? Nous avons deux partenaires du CCF pour avoir la conversation avec nous. Après cela, on va se tourner vers les questions. Nous allons tenter de répondre à certaines des questions dans le clavardage et après, on va revenir ici. On va discuter surtout des grands sujets. Je pense que nous allons pouvoir répondre à certaines des questions dans la boîte de questions-réponses avec la discussion. Je vais commencer avec JP. Jean-Pierre Giroux est le président du consortium de l'excellence en manufacture. JP a une biographie très impressionnante. Je pense que je vais vous laisser vous présenter et nous présenter un petit peu sur vous-même et aussi votre organisation, EMCE.
Et je vous laisse aussi partager vos remarques d'ouverture avant de vous poser des questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Tricia. Absolutely. C'est Thank you. super de vous voir. Nice to see you. Bonjour tout le monde. Je suis Jean-Pierre Giroux, président de Excellence in Manufacturing Consortium. Nous On a un sommes un objectif groupe de lié sur développer impulsé par l'industrie. Nous sommes les dirigeants chefs de file au Canada. EMC a été construit pour des manufacturiers, par les manufacturiers. Nous sommes constamment, tous les jours, en train de répondre aux besoins de l'industrie. Moi-même, personnellement, je suis ce dossier de financement dans la formation et comment mobiliser les employés. Et cela fait 20 ans que j'étudie la question. Il s'agit en effet d'une cette situation assez particulière au Canada. J'aimerais donc rajouter mes propres petits commentaires. Oui, nous sommes un petit peu en retard lorsque compare avec les Européens et d'autres pays. Cependant, n'oublions pas que, et cela est vrai surtout pour les fabricants de SME, les États-Unis représentent un grand marché. Ce sont des employeurs de grande taille. Cela va donc créer un autre niveau de complexité en matière de mobilisation des employés. Cela est très important, le commentaire suivant. Les PME vont investir parfois plus que les grandes entreprises. Ils vont investir lorsqu'ils considèrent une formation comme étant pertinente, lorsqu'ils arrivent à répondre à leurs besoins très précis selon leur contexte et lorsque cette formation sera stratégique pour celle-ci. Souvent, nous allons voir considérer la formation comme une activité, mais ça doit en fait être stratégique, surtout lorsque vous êtes petit. Dans notre cas, nous devons libérer des employés. Et donc, c'est une chose d'investir, mais d'autre part, vous devez libérer le temps des employés parce que si vous n'avez pas quelqu'un sur le plancher de la fabrication, il faut remplacer cette personne. Donc, il s'agit d'un double investissement en quelque sorte. Donc, je m'arrête ici et je suis ravie de faire partie de ce panel et je suis prêt à répondre aux questions. Merci beaucoup, JP. Je reviens un petit peu sur vous. Je vais aussi vous poser des questions de l'auditoire, mais je vais aussi présenter nos autres panélistes, le docteur Ishwa Singh de l'Université McMaster. Pourriez-vous vous présenter, docteur Singh, et parlez-nous un petit peu du département et de votre programme à McMaster? Oui, bien sûr. Bonjour. Merci, Tricia. Merci de m'avoir invité à cet excellent webinaire. Je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Ishwar Singh. On m'appelle Ish à mon université. Je suis un membre de la faculté adjointe et je suis dans l'école de la technologie et de l'ingénierie qui fait partie de la partie appliquée de McMaster. Nous sommes la partie pratique de l'ingénierie. Nous avons 7 programmes de premier cycle qui se concentrent sur l'automatisation de l'industrie. C'est notre secteur, les TI, les biotechnologies. Et nous avons aussi des programmes de diplôme pour les étudiants qui travaillent déjà et ils peuvent suivre des cours pendant le soir afin d'obtenir leur diplôme. Et ce sont des personnes qui cherchent à renforcer leurs compétences. C'est un programme, c'est aussi une coopération entre Mohawk et l'Université McMaster. C'est un partenariat au premier cycle et c'est probablement le seul programme dans notre province qui va donner des occasions aux diplômés de collège qui cherchent à obtenir leur diplôme universitaire alors qu'ils peuvent se permettre de continuer de travailler pendant leurs études. Donc, c'est un programme se concentrant sur l'automatisation
et la biotechnologie. C'est un programme de 4 ans. Nous avons aussi 7 programmes de maîtrise en ingénierie, euh, la manufacture, la conception de la fabrication, l'entrepreneuriat, les politiques, la biotechnologie et d'autres programmes. Donc, nous avons 7 programmes de premier cycle, 7 programmes de maîtrise. Nous travaillons avec l'industrie aussi pour fournir la main-d'œuvre pour celle-ci. Donc, mon rôle est de, de mettre en œuvre le programme d'automatisation à McMaster. Récemment, j'ai été impliquée dans la mise en œuvre d'une faculté d'apprentissage à McMaster dans l'école de pratique d'ingénierie et de technologie. Nous avons une installation où nous simulons les expériences étudiantes et nous démontrons la technologie d'Industrie 4.0, quelles sont les compétences qu'ils auront besoin une fois qu'ils obtiendront leur diplôme. Voilà, ça fonctionne très bien. Il y a maintenant notre collègue qui a pris le dessus de ce programme. J'ai aussi été impliquée auprès du projet du CCF, la mise en œuvre de systèmes intelligents dans le milieu de travail en utilisant des technologies. Et je suis ici pour répondre à cette question. Bon, il y a beaucoup qui se passe. C'est formidable. Nous savons qu'il y a beaucoup de programmes à l'Université McMaster, aussi dans les systèmes postsecondaires. Nous avons hâte de creuser un petit peu plus. Mais premièrement, je reviens à vous, JP, et nous sommes ravis de vous avoir tous les deux. Et nous aimerions nous concentrer sur les questions qui ont été posées par l'auditoire. JP, vous aviez dit que les entreprises doivent percevoir une valeur ajoutée. Les microdiplômes, JP, je sais que c'est très important pour l'EMC ainsi que le CCF, ainsi que d'autres secteurs de l'industrie, mais que doit-on faire afin de rendre la formation plus attirante, plus modulaire, plus en petites bouchées? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'avez-vous appris aussi au cours des dernières années lorsque vous travaillez étroitement avec vos employeurs? Bon, comme vous l'avez dit, les micro-diplômes sont en vogue. Il y a un investissement accru à ce niveau-là. Les provinces vont aussi bâtir leur propre cadre. Chez l'EMC, nous avons commencé avec la prémisse que ces micro-diplômes seront seulement bons si l'industrie les reconnaît. Ne répétons pas les mêmes erreurs du passé, les erreurs des 30 dernières années. Il faut impliquer les employeurs à chaque étape de la conception de ce programme, incluant le développement et la mesure de l'impact du microdiplôme. Donc, nous avons entré en partenariat avec le CCF ainsi que d'autres partenaires à la table. Nous avons élaboré un cadre ou un modèle où, avec 5 groupes du secteur qui sont tous pertinents au secteur de la fabrication. Et donc, nous nous sommes mis d'accord sur une méthodologie. Nous avons développé, mis en œuvre, déployé et mis en œuvre et mesuré, pardon, l'incidence de ces programmes avec 5 organisations du secteur. Donc, c'était un projet très réussi d'établir ce modèle commun qui est basé sur les compétences. Nous avons aussi effectué des projets pilotes. Ces projets pilotes ont impliqué des centaines d'employeurs. Il y avait près de 1000 employeurs et d'apprenants qui ont été impliqués d'un océan à l'autre dans tous les secteurs, incluant la fabrication, l'agriculture, la biotechnologie,
les aliments, etc. Donc, ils vont élaborer ces microdiplômes qui sont courts de par sa nature, qui sont ciblés, qui sont très précis, des compétences très précises. Et donc, les employeurs doivent valider ces diplômes. Il doit y avoir une sorte d'évaluation. Ces microdiplômes doivent faire progresser la position d'un employeur ou d'un employé en matière de compétences. C'est la partie la plus difficile, de faire cela rapidement. Nous avons utilisé des sujets tels que la résolution de problèmes, la biotechnologie, la numératie, les TI, tels que le big data, les formations nuagiques, et nous avons beaucoup appris car il y a eu des consultations en amont avec l'employeur afin de bien concevoir ces microdiplômes. Nous avons appris l'importance de la prestation de programme. Il faut que ceci soit flexible et il faut que ceci soit déployé d'une façon qui va ne pas déranger le flux des opérations de l'employeur. Et encore plus important, il faut qu'on puisse mesurer les impacts et il faut avoir un lien avec les affaires de l'entreprise. C'était une grande leçon apprise. Nous sommes maintenant en deuxième phase de ce projet, les marchés créatifs. Nous allons travailler avec les établissements postsecondaires. Wow, j'adore la façon dont vous dites que nous avons besoin d'impliquer les établissements postsecondaires. On ne peut pas faire ça seul. Il s'agit ici d'une question d'offre et de demande de main-d'œuvre. Nous revenons à nos bases. Il y a d'une part les employeurs et d'autre part les employés et ensuite aussi les établissements. Il faut rassembler tous ces joueurs. Et nous savons que votre organisation est chef de file en la matière. Isha, je me tourne vers vous. Comme vous l'avez dit, vous êtes dans une école de pratique. Vous réfléchissez aux compétences pratiques pour les étudiants. Comment est-ce que vous engagez les employeurs? Je sais qu'il y a plusieurs comités au sein de l'université, mais comment est-ce que vous mobilisez les employeurs? Comment est-ce que vous vous assurez qu'ils soient engagés? Et comment intégrer davantage ceci dans les programmes de formation universitaire? C'est une très bonne question. Tout d'abord, permettez-moi de partager quelque chose. Au Collège Mohawk, nous avions un programme et nous avions un comité consultatif. Ce comité consultatif, il y a toujours un comité, n'est-ce pas? Oui. Ce- Dans ce comité, j'étais le président. Nous avions posé les questions suivantes. Quel genre d'étudiants est-ce qu'ils vont employer? Nous avons donc conçu le programme scolaire pour s'aligner avec les besoins des employeurs. Nous avions intégré les besoins des employeurs en amont. Donc, ce modèle-là du Collège Mohawk a très bien fonctionné. Même chose au sein de l'université, dans notre programme de premier cycle, par exemple, nous avons un comité consultatif afin d'orienter le programme et de préparer les étudiants. Afin d'intégrer les employeurs, de les engager, nous avons des programmes de coop. Il y a deux sortes de programmes. Il y a le programme coop en milieu de travail et aussi le programme coop sur le campus. C'est deux côtés de la même médaille. Je vais vous donner un survol des deux afin de répondre à la question. Le modèle traditionnel coop, c'est le modèle coop en milieu de travail. Donc, nous avons des programmes tant de premier cycle que de deuxième cycle. Donc, dans ces programmes-là, l'étudiant a l'occasion de faire un stage de plusieurs mois. Et du côté de la maîtrise, nous avons commencé sans programme coop, mais l'industrie avait besoin d'aide. Donc, nous avions présenté ce modèle-là.
Ensuite, nous avons présenté un autre modèle de coop sur le campus. Donc, ça, c'est un programme où nous avons contacté les employeurs ainsi que les PME, les hôpitaux, les municipalités, et nous les avons invités à créer un réseau. Donc, nous avons à l'heure actuelle une grande base de données. Nous présentons les programmes disponibles, l'objectif de ces programmes, et nous avons renforcé notre rayonnement auprès de l'industrie et auprès des joueurs de l'industrie tels que les PME, afin de les impliquer dans tous les aspects de nos programmes. À notre université, nous avons un, un événement annuel au Centre de l'innovation et nous invitons les acteurs de l'industrie à participer à cet événement et ils peuvent se pencher sur nos programmes et en même temps, ils ont l'occasion de nouer des liens avec le département, les étudiants au niveau de l'université. Donc, cela est un, un processus de communication à deux sens. Les acteurs de l'industrie ont l'occasion de visiter nos laboratoires, nos locaux, nos installations et ainsi de suite. Par ailleurs, je mentionne qu'en plus de ces programmes de premier cycle et de deuxième cycle, nous avons aussi des microdiplômes dans l'école d'ingénierie et de pratique technologique et nous avons commencé ces microdiplômes il y a quelques années. L'intention est exactement ce dont mon collègue Jean-Pierre a mentionné. C'est d'impliquer l'industrie afin d'élaborer les microdiplômes en amont. Donc, nous utilisons toutes les parties qui sont importantes pour soutenir les besoins de la main-d'œuvre. C'est fantastique. Et comme vous le disiez, tandis que vous décriviez ces initiatives, je me suis dit, ce n'est pas seulement un seul élément, il ne s'agit pas d'un seul programme universitaire, mais il s'agit de bâtir des liens. C'est un projet multifacette. Il faut aussi intégrer les besoins des employeurs. J'aimerais élaborer sur ce point, JP. Nous avons accompli deux projets ensemble, notamment JP, et il y a une initiative très intéressante où nous avions testé la question suivante. Comment, comment faire impliquer les employeurs et faire en sorte qu'ils puissent investir des fonds? Andrew, Alex ont parlé des données. Et lorsque j'ai lu le rapport, qui était, soit dit en passant, très détaillé, je sais qu'Anne-Marie va euh, partager un lien bientôt dans le clavardage, mais lorsque j'ai lu ce rapport, je me suis dit que c'était très difficile d'obtenir les bonnes données. C'est très subtil. Comment poser les bonnes questions aux employeurs? Donc, nous testions cela ensemble et je suis curieuse. Qu'avez-vous appris chez EMC? Comment encourager les employeurs à être motivés, à avoir un intérêt dans le jeu? Et comment est-ce qu'on peut répliquer ce modèle? C'est une question qui est posée dans le Q&A. Du point de vue des politiques, quelles sont les solutions possibles à motiver les employeurs davantage à investir dans la formation? Donc, je sais que c'est une grande question. Non, c'est une très, très bonne question, car elle évoque un état d'esprit ainsi qu'un changement dans la manière dont nous faisons les choses. Nous devons nous éloigner de la boule de cristal, de deviner, essayer d'anticiper les besoins de l'industrie. La seule manière de faire cela, c'est d'être engagé à comprendre les besoins
un- une, une bonne évaluation des besoins et ensuite essayer de prédire les compétences nécessaires. Au centre de tout cela, il s'agit d'intégrer les employeurs dans tout le processus. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas facile. Il s'agit d'un engagement. Il s'agit d'un état d'esprit. Il s'agit d'un engagement continu. Et il s'agit aussi d'un investissement. Avec tout le respect que je vous dois, et j'ai vu beaucoup de comités consultatifs au sein de l'université, il faut que ce travail se fasse de façon continue, de façon pérenne. Il faut sans cesse élaborer les compétences. Du côté du secteur, dans la fabrication, par exemple, nous sommes témoins de très grands changements. La technologie évolue sans cesse. Et donc, la question se pose, comment répondre aux besoins en matière de compétences dans ce milieu évolutif? Il faut être connecté. Au cœur de tout cela, comment engager les employeurs? Il faut contextualiser votre formation. Il faut motiver les employeurs. Je dois faire la différence. Nous avons beaucoup évoqué la formation officielle où vous fréquentez l'université, vous obtenez un diplôme, mais ici, nous évoquons la formation en milieu de travail. Et donc, il y a un rôle énorme pour l'employeur, une responsabilité énorme, beaucoup plus qu'auparavant, car auparavant, nous attendions. Mais maintenant, tout le monde a entendu parler de l'économie impulsée par la demande. Il faut que l'employeur soit au règne du mouvement. C'est ce dont je parle. Il faut impliquer les employeurs dans la prise de décision de la formation. Il s'agit d'un changement d'état d'esprit ici. Il faut aussi contextualiser la formation pour que ce soit logique pour l'employeur. Un exemple, dans mon univers, il faut que tout cela tout- toute la formation est liée à la production. S'il y a des retards de production, c'est un problème. Et donc, comment est-ce qu'on peut former afin de garder à l'esprit la production? Peut-être que ça peut être la prévention, peut-être que c'est la rationalisation des processus, la production verte. Tout cela doit être fait avec l'employeur. On ne peut pas le faire dans une bulle séparément. Même chose pour la fabrication avancée. Il faut bâtir la capacité afin de fournir la production, la fabrication avancée. Tout le monde veut euh, la technologie de la fabrication avancée, mais si vous n'avez pas la capacité interne de s'approprier ces projets, cela ne va pas fonctionner. Donc, il faut avoir une formation réelle. Comment gérer les projets, comment gérer les projets technologiques, par exemple. Donc, c'est une grande conversation. Donc, ce sont quelques exemples pour vous montrer euh, quelle est la carotte, quelle est la motivation que nous allons donner à l'employeur afin qu'il puisse atteindre leur but ultime. Le retour sur investissement, c'est parfait pour les finances, mais c'est beaucoup plus que le retour sur investissement. Il s'agit aussi de l'engagement de votre main-d'œuvre, de la résolution de problèmes en milieu de travail pour vous rendre plus concurrentiel et aussi nous travaillons avec nos membres, il s'agit de mesurer, constamment mesurer l'impact auprès de l'industrie, ou plutôt l'impact auprès de l'entreprise, l'impact sur l'entreprise. Donc, il s'agit d'équilibrer tous les joueurs. Donc, qu'est-ce que l'employeur peut en tirer, qu'est-ce que l'employé peut en tirer et ne pas se concentrer sur seulement une partie ou l'autre. Wow! C'était tout, je continue un petit peu avec vous, JP. Une des questions se portait dans la question-réponse, c'était sur l'innovation. Et JP, vous disiez que oui, il y a l'engagement de la main-d'œuvre. Il faut aussi comprendre pourquoi les gens veulent suivre une formation. Il faut tout un état d'esprit. Je dois me reformer, je dois apprendre de nouvelles choses, je dois avoir un état d'esprit d'affaires.
c'est à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage de toute la durée de la vie. La question est la suivante. Je suis curieuse. Que pensez-vous de l'innovation, de la productivité? Pensez au Canada qui sonne l'alarme sur la productivité et la main-d'œuvre. Et nous effectuons justement des recherches avec nos partenaires à l'heure actuelle au CCF, mais nous comprenons qu'il faut investir dans les compétences, dans la productivité. Cela peut aider la productivité, mais en pratique, nous n'avons pas de preuves empiriques, nous n'avons pas de données, mais est-ce que vous pensez que est-ce que l'EMC connaît cela? C'est une excellente question, car la productivité a toujours été au cœur du secteur de la fabrication, du secteur manufacturier, et nous dépendons beaucoup de l'innovation. De l'isoler et de dire exactement où on en est à cet égard, c'est un sujet complexe, mais je peux vous dire, c'est vraiment notre mission pour nous, c'est qu'on veut atteindre le secteur, les secteurs principaux. Et on le voit dans l'apprentissage. On forme toujours les mêmes entreprises. Ceux qui adoptent les nouvelles technologies de façon précoce, les 15% qui sont progressistes, qui se portent très bien et qui ont un certain état d'esprit. Mais c'est le défi national, c'est comment atteindre les autres 80%. Ceux qui n'ont pas le temps, sont comme des sapeurs-pompiers, ils essaient de survivre. Mais si on leur parle de la bonne façon, parce qu'on parle de petites et moyennes entreprises, et souvent il faut leur parler directement au niveau du PDG. C'est là qu'on arrive à obtenir un engagement de ramener une conversation. Ça a été tout un défi pour la formation, pour les responsables de la formation et les responsables des ressources humaines. La formation n'a pas été élevée au niveau supérieur. On se rend compte que les gens sont au cœur de tous nos efforts. Et on le voit dans le secteur manufacturier. Le problème numéro un au niveau du caractère concurrentiel de ce secteur, c'est les pénuries de main-d'œuvre. Ça a été prédit il y a 10 ans, il y a 15 ans, voire. Et c'est quelque chose qui arrive maintenant. Et il faut donc voir comment innover et moderniser l'installation que nous avons. Donc, pour moi, l'innovation, oui, c'est quelque chose qui arrive à tous les niveaux. Et ça n'a pas besoin d'être 4.0. On parle de 2.0. Et parfois, on parle de 1.0. Et ça, c'est à tous les niveaux. Et c'est vraiment la capacité pour des groupes comme les nôtres, l'université McMaster, on fait énormément d'affaires avec cette université, d'être impliqués, d'avoir un langage commun, de simplifier le processus et véhiculer ce message au niveau supérieur. C'est quelque chose qui doit se faire de façon continue. Merveilleux. Je vais vous demander, je vais vous poser une question semblable. Je suis sûr que vous estimez que vous êtes des leaders en innovation. Mais à quoi pensez-vous quand vous réfléchissez à la capacité des étudiants ou la participation des employeurs dans ces programmes? Euh, que peuvent-ils faire pour améliorer l'innovation et la productivité? Comment vraiment leur expliquer la valeur de, de cela? Ah, vous êtes en sourdine. Ça m'arrive tout le temps aussi. Eh bien, ça a été notre force motrice, car en tant que membre du corps professorel, nous voulons savoir ce dont l'industrie a besoin. Je vais vous parler de la façon dont nous avons appuyé l'industrie. Quand je travaillais pour OPC Technologies, nous avons voulu utiliser un plan de données pour Internet.
À cette époque, personne ne connaissait cette terminologie, mis à part certains secteurs. Alors, je dis, de quoi avez-vous besoin? Et elle a dit, on a besoin d'étudiants qui connaissent cette technologie. Alors, ce qu'on a fait, on a eu une réunion de partenaires industriels. On les a invités. On leur a demandé quels sont vos besoins. Et ensuite, on leur a présenté le programme qu'on allait élaborer qui correspond à leurs besoins. Donc, on a été impliqués pour vraiment inclure l'ensemble des acteurs industriels en ce qui concerne l'innovation. Nous employons des chercheurs et les vice-présidents, les doyens de la recherche. Nous avons eu donc un partenariat. L'interprète s'excuse, mais le son de cet intervenant rend l'interprétation très difficile. Et donc, nous avons voulu nous assurer que les étudiants puissent avoir accès à cet apprentissage. Et une fois qu'ils sont diplômés, ils sont prêts à commencer le travail. Je vais vous donner un exemple. Tesla vient sur notre campus et nous autres, nos étudiants. Parfois, je plaisante avec les étudiants, je leur dis, pourquoi ne pas rester ici? On a besoin de toi. Alors, la plupart des étudiants ont tout de suite un emploi quand ils sont employés dans le cadre de leur stage. Les étudiants peuvent amener une nouvelle technologie au milieu de travail. L'employeur voit que c'est utile. Elle leur offre un emploi. Donc, bon nombre des étudiants ont un emploi avant d'être diplômés. Une des choses que j'aimerais souligner, c'est que c'est important de savoir ce qu'on leur enseigne. Est-ce qu'on leur enseigne ce dont l'industrie a besoin ou est-ce qu'on leur enseigne des technologies en se fondant sur ce qui a été fait auparavant? Donc, en tant que corps professoral, on essaie de garder le pas avec l'innovation. Par exemple, maintenant, l'IA. Tout le monde parle d'IA et on investit énormément dans l'IA. Alors nous, on a déjà, dans le cadre de ce projet, on a dit qu'on allait offrir davantage de cours en IA. Maintenant, ça fait partie de la technologie de système. Nous avons maintenant 5 ou 6 cours sur l'IA pour les étudiants, pour les aider à obtenir un rôle de leader. Donc, on combine les besoins industriels en matière de compétences, la robotique et autres, avec l'IA pour vraiment préparer nos étudiants. L'IA va être industrie 5.0. 5.0. Alors, je demande aux étudiants, de quoi avez-vous besoin? De quel besoin de technologie avez-vous besoin? En êtes-vous au premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau? Ensuite, j'amorce une conversation, je leur dis, que voulez-vous faire? Ensuite, on peut les aider avec l'adoption de la nouvelle technologie. Par exemple, les indices de maturité. J'utilise cela à titre de critère pour voir où la personne en est au niveau de leur plan et quel est leur besoin. Et on établit ensuite un questionnaire de test de compétences et ensuite on peut leur fournir la formation voulue pour qu'ils puissent justement arriver au niveau que l'entreprise souhaite voir. À cause des contraintes en matière de temps, pas toutes les technologies peuvent être enseignées. Donc, c'est important pour les nouvelles générations d'étudiants d'être formés en matière de nouvelles technologies. Voici. Et je pense que le fait d'avoir davantage de ce type de programme peut aider les Canadiens et en matière de main-d'œuvre. D'accord, merci. Je vais revenir à Jean-Pierre avant de demander à Andrew et Elise de revenir.
Des questions fort importantes. J'aimerais qu'il participe à la discussion, surtout quand on parle des questions relatives à l'équité, quand on parle de formation professionnelle. Il y a une question ici, je vais la lire. I'm going to read it in French. Apologies. I know it's fine for JP. Apologies for my accent. Vous parlez beaucoup de formation formelle, technique, académique. Est-ce que vous avez regardé les besoins des compétences pour réussir avec les employeurs, c'est-à-dire les compétences comme soft skills? Est-ce que vous pouvez parler un peu, Jean-Pierre, de les compétences soft skills et les autres compétences que les employeurs doivent considérer? Oui, certainement. Puis je vais répondre en français, Tricia. Euh, Ici, on parle des compétences de base. Dans le secteur manufacturier, on a les compétences d'employabilité. Ça, c'est pour intégrer le marché du travail. Ensuite, ce qu'on appelle, nous, les compétences de base, ou on peut les appeler les compétences essentielles. Et ici, on parle de la communication, de la collaboration. On peut rentrer dans la résolution de problèmes, l'adaptabilité au marché du travail. Et oui, elles sont essentielles et on voit, je veux dire, massivement euh, des investissements dans ce sens-là dans le secteur. Je vais vous donner des exemples. Chez EMC, on a créé une certification qui s'appelle le Manufacturing Essential Certification, qui est littéralement basée sur le modèle de ESDC, qui est le Skills for Success, qui identifie les 9 compétences essentielles au Canada, mais dans un contexte, la manière qu'on a emballé ces formations-là, on a intégré un projet qui vise à régler un véritable problème en milieu de travail. Donc, lorsque les apprenants sont exposés à ces compétences essentielles-là, ils doivent résoudre un problème en milieu de travail qui permet à avancer la situation, que ça peut être un processus de communication, ça peut être un enjeu relié par exemple, à l'élimination des déchets ou du waste, là, comme on appelle. Ça peut être lié à la satisfaction à la clientèle. Ça peut être lié à des communications interdépartementales et autres. Donc, oui, absolument. Encore une fois, c'est comment est-ce qu'on présente ces parcours d'apprentissage-là. Le fameux packaging. La façon dont on combine sa formation, les différentes formations, la façon dont on présente quelque chose qui veut dire quelque chose pour un employeur, qui va directement avoir une incidence sur l'employeur. Pour que l'employeur dise, oui, c'est formidable, je vais envoyer 5 de mes superviseurs parce qu'ils doivent justement améliorer leurs compétences de base. Mais à la fin du processus, je sais que j'aurai certains résultats. Et, et on en parle, ça c'est le transfert au travail. Comment concevoir une formation afin que cela puisse être applicable en milieu de travail? Et cela va donner des résultats. Cela va donner un rendement sur l'investissement de l'employeur. C'est ça la conversation. Quand on parle d'investissement et on parle de pertinence de la formation, il faut que ce soit concret, tangible de ce point de vue. Il faut que cela vise l'avancement de l'entreprise, pas seulement de l'employeur et de l'apprenant. Bien entendu, l'apprenant doit en tirer quelque chose personnellement. Il y a beaucoup d'apprenants qui sont très motivés. Ils prennent des cours à l'extérieur, à temps partiel, ils reviennent à l'université, ils retournent au collège. Moi aussi, je l'ai fait. Ça m'a pris 5 ans d'obtenir une maîtrise. Mais j'étais extrêmement motivé. Et ça n'arriverait jamais sans la motivation. Mais je ne dis pas que c'est le cas pour tous les Canadiens. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire pour tout un tas de raisons. Mais il faut vraiment arriver à concilier les besoins de l'apprenant et de l'entreprise. C'est vraiment là qu'on trouve un fulcrum important. Oui, moi, quand j'allais à l'école, mes parents me disaient, est-ce que tu vas terminer tes études un jour? Mais effectivement, il y a des gens qui sont en mesure d'investir dans leur éducation.
Andrew, il y a une question pour vous ici très intéressante. Nous sommes finalement, nous avons finalement la possibilité d'intégrer les considérations d'équité. Les formations qui sont parrainées par l'employé ne sont pas distribuées équitablement. Il y a des disparités régionales, par exemple, et d'autres disparités. Selon les données du sondage, nous avons vu qui suivent les formations davantage. Sabine a posé cette question. Pourriez-vous parler du côté du genre? Est-ce que les hommes et les femmes suivent des formations équitablement? Il y a aussi une question sur les secteurs. Y a-t-il plus de femmes ou d'hommes dans certains secteurs? Pourriez-vous partager ces connaissances tirées des données? Oui, merci pour la question. Je récapitule rapidement. Ce qu'on a vu au début, c'est l'accès à la formation. Nous avons posé la question de base. Avez-vous accédé à la formation? Et dans la première question, les différences de genre n'étaient pas marquées. Mais il y a d'autres différences. Une différence d'âge, par exemple, bien entendu. C'est parce que les travailleurs plus jeunes ont accès à la formation parce qu'ils viennent juste de débuter leur carrière, mais nous investissons moins dans les compétences des travailleurs plus âgés. C'est une autre question complètement. Du point de vue du genre, nous avions posé la question sur les résultats. C'est là qu'il y a eu une différence. Ce n'est pas logique, parce que si les hommes et les femmes ont un accès équitable à la formation, eh bien, les résultats devraient être les mêmes pour les deux groupes, mais ce n'est pas le cas. Donc, cela nous force à poser la question. Il y a quelque chose qui se passe où les hommes arrivent à mieux connecter la formation à des résultats concrets que les femmes. Selon la plus récente recherche, qui a été partagée aussi à nos partenaires, au CCF et d'autres partenaires, il y a un enjeu, surtout pour les femmes avec des jeunes enfants à la maison. Ce n'est pas une expression que j'utilise souvent. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais il y a une espèce de punition pour être maman, que être maman à la maison empêche certaines femmes de progresser dans leur carrière. À l'heure actuelle, nous avons plutôt des indices que des réponses. Donc, nous devons suivre ces indices. Et comme j'ai dit, c'est une toute nouvelle recherche qui vient de tomber. Et donc, nous allons pouvoir partager plus de détails un peu plus tard après plus d'analyse. C'est un très bon rappel pour moi de suivre la formation. Je ne veux pas suivre euh, cette piste de maman parce que j'ai un enfant à la maison. Merci, c'est un très bon rappel. Et nous voyons une augmentation semblable dans la, dans la formation. Mais bon, merci Alex de revenir à l'écran. Je vais poser une question à Alex, mais si vous avez d'autres remarques à ajouter, je vous invite à le partager. Et finalement, on va faire un petit tour de table pour vos commentaires de clôture. Et je vais partager les commentaires finaux au nom du CCF. À vous, Alex. Bon, j'apprécie beaucoup le travail de JP et Anish, de Ish, pardon. Nous faisons aussi du travail chez Environix, mais l'un des messages que nous retenons est la mesure dans laquelle nous sommes limités dans l'élaboration d'approches en raison du manque de données.
Certaines organisations telles que MC, celle de JP, font un excellent travail. Ils vont enquêter auprès de leurs propres membres quels sont le niveau d'investissement dans la formation, etc. Mais ce n'est pas le cas globalement dans toute l'économie. Il y a un manque criant de données. Et donc, nous avons du travail à faire pour combler les lacunes en matière de données. Il y a aussi une question plus large qui se pose. Quelle est la responsabilité de l'employeur d'offrir une formation plutôt que la responsabilité individuelle contre la responsabilité du public? Il s'agit d'un débat public, mais au Canada, nous avons le plus haut taux d'achèvement d'un diplôme postsecondaire. Est-ce que cela veut dire, et cette formation sont souvent des programmes de certificat à court terme? C'est pour cela que nous avons un très haut taux d'achèvement postsecondaire. Est-ce que cela va, est-ce que c'est pour cela qu'il y a moins de formations offertes par l'employeur parce qu'il y a plus de compétences sortant euh, des établissements postsecondaires? Mais bref, à l'heure actuelle, nous avons besoin de meilleures données. Nous avons un très haut taux d'achèvement postsecondaire, mais moins de formation. Donc, nous avons besoin de plus de données. Merci beaucoup, Alex. Je suis entièrement d'accord avec vous. Pas seulement pour les chercheurs et les nerds de data, mais aussi les décideurs politiques, ceux qui analysent. Nous avons aussi besoin de ces données. Inès, je vous invite à partager vos commentaires de clôture avant de terminer. Plutôt Andrew. D'accord. Ce que je vais dire, c'est nous avons j'ai regardé les suggestions et les questions et j'apprécie tous les commentaires. Inévitablement, nous pensons à la suite des données. Il y a eu des commentaires très utiles sur la reconnaissance des euh, diplômes de l'étranger. Cela revient à la question d'équité. Je n'ai pas plus de détails à partager maintenant, mais je vous remercie pour les commentaires. J'ai pris des notes. Si nous avons la possibilité de continuer nos travaux de recherche, je vais intégrer vos commentaires à la prochaine phase de recherche. Merci. Merci, Andrew. Et ce qui nous enthousiasme sur notre travail avec Environics, c'est que nous avons souvent pu suivre une histoire au fil du temps. Ish, dernier commentaire. J'aimerais commenter sur une chose. La formation parrainée par l'employeur. Je pensais que si nous avions un cadre pour les besoins des formations parrainées par l'employeur, eh bien, ce portail aurait des outils pour l'employeur pour qu'il puisse évaluer leur employé. Donc, si nous avions un cadre qui puisse relier tous ces éléments, et il y a aussi les microdiplômes. Donc, nous avons un outil du côté de l'industrie, mais quels sont les besoins? Et aussi, nous avons besoin de l'outil du côté universitaire. Et il faut relier les deux. Il faut lier les deux plus facilement si nous avons un cadre commun. Par exemple, si nous avons un gabarit, eh bien, on peut demander au collège, aux universités de remplir le gabarit afin de montrer le genre de formation qui répondrait à leurs besoins. Et d'autre part, l'industrie peut identifier leurs besoins et on essaie de jumeler les deux. C'est quelque chose que j'aimerais voir sur le plan national, en canadien. Je sais que l'Université de Waterloo a un cadre, McMaster a le sien, mais ce serait beaucoup mieux si on aurait un cadre pour
les deux côtés, de rassembler le côté universitaire, le côté de l'employeur. Oui, beaucoup de coordination nécessaire. J'adore vos nouvelles idées. JP, dernière réflexion? Oui, ce fut une excellente conversation. Chez MC, nous sommes en tournée. Décembre dernier, nous étions en Nouvelle-Écosse. Le mois dernier, nous étions à Edmonton. Ils appellent les microdiplômes, c'est comme c'est comme le Wild West. Il faut collaborer, il faut discuter entre nous. Et à la table, il y avait des joueurs de l'industrie, du gouvernement, des universités. Donc, il faut rassembler tous les joueurs à la table et résoudre le problème. Il ne s'agit pas d'une science très difficile à comprendre. Nous sommes ouverts aussi à au co-développement, le partage de contenu, des communications conjointes. Si vous avez un bon programme de microdiplôme qui puisse être logique pour le secteur de la fabrication, moi, je suis intéressée. Même chose avec notre contenu, lorsque nous n'avons pas parlé non plus de normes. Les normes sont essentielles aussi à ce casse-tête. Les normes vont de pair avec l'usage. Si l'industrie l'utilise, c'est la norme. Pour moi, c'est ce qu'il y a de le plus pertinent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, JP. Merci à tous. Merci à Andrew et Alex pour la présentation, JP et Ish pour le panel. Je vous avais évoqué les besoins de collaboration, les compétences de base aussi. Nous allons avoir besoin de ces compétences de base. Je retourne la parole à Élise. Élise va fournir les commentaires de clôture. Merci à tous pour ces conversations. Je sais que nous avons besoin d'avoir encore plus de conversations à l'avenir. Merci. À vous la parole, Élise. Merci, Trisha. Quelle conversation dynamique et palpitante aujourd'hui. Je prenais aussi des notes férocement. Alors, merci à nos chers panélistes et présentateurs. Merci d'avoir partagé vos connaissances, votre sagesse. Il y a eu beaucoup de leçons apprises, à savoir la valeur de la formation, s'assurer que l'employeur peut le savoir. Il faut avoir un modèle triple où on rassemble l'industrie, le gouvernement et les universités. Et aussi, il faut réfléchir à l'équité au centre des données. Il s'agit déjà de la fin de notre conversation. Merci à tous qui ont partagé aussi dans la boîte de questions-réponses. Si vous voulez prendre un moment pour répondre à notre sondage à la fin, ce serait formidable. Merci beaucoup. Et il y aura aussi un enregistrement de cette séance qui sera envoyé dans les prochains jours. Merci et bonne journée.